Donc, ça me fait plaisir d'accueillir en premier Dr Marie-Claude Côté, qui est psychiatre à l'Institut de cardiologie de Montréal et qui va parler de la dépression en insuffisance cardiaque, Quick Mastering Guide. Dr Côté. Merci. Merci tout d'abord de l'invitation. Vous ne devez sûrement pas avoir souvent des psychiatres. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter un peu du lien entre la dépression et l'insuffisance cardiaque. J'ai la chance d'être avec l'équipe de cardiologues, chirurgiens cardiaques de l'Institut de cardiologie de Montréal. Je suis au département de médecine psychosomatique, consultation liaison à l'Institut depuis maintenant presque 3 ans. Alors, les objectifs de cette séance avec vous, c'est vraiment de vous ouvrir à la prévalence élevée de la dépression en insuffisance cardiaque, d'être plus sensible à ça, même si vous l'êtes, de connaître les mécanismes biologiques potentiellement impliqués. J'aimerais passer 3 heures avec vous pour parler des nombreuses études, mais j'aurai seulement quelques minutes pour vous expliquer ça. Ensuite, ça vise aussi à vous aider à faire une évaluation ciblée et efficiente des symptômes de dépression que vos patients vous rapportent à la clinique. Connaître les traitements efficaces selon l'évidence scientifique. Nous avons aussi des études en psychiatrie qui nous guident dans le traitement. Et aussi vous convaincre de vouloir traiter et en fait de savoir comment référer vos patients en pratique. Oups. Alors, docteur, je suis triste. Vous devez l'entendre souvent, celle-là. Cette phrase-là, l'insuffisance cardiaque, c'est difficile au quotidien. Il y a beaucoup de pertes associées à l'état d'insuffisance cardiaque. Par contre, on peut être triste. Les émotions ne sont pas une maladie. Alors, on peut être triste sans avoir un épisode de dépression majeure clinique. Donc, tout de suite, on va vider cette question-là pour identifier qu'est-ce qu'un épisode de dépression majeure. Il y a des critères dans notre joli DSM-4. On va les revoir rapidement pour vraiment pouvoir identifier encore ensemble c'est quoi le syndrome d'une vraie dépression. Donc, premièrement, il faut avoir 5 symptômes qui sont présents à tous les jours ou presque pendant au moins 2 semaines. Et il faut qu'un de ces 2 symptômes-là soit l'humeur dépressive ou la perte totale d'intérêt. Il faut que ce soit vraiment une fracture dans le fonctionnement de votre patient. Donc, non pas un trouble de personnalité qui est triste depuis qu'il est né, mais vraiment une fracture dans son fonctionnement que la famille vous rapporte qui n'est plus le même. Si on regarde ensemble ces symptômes-là, donc un des 2 premiers, c'est soit une humeur dépressive, comme je le disais, toute la journée, presque tous les jours, ou une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour, encore là, presque tous les jours et presque toute la journée, et non pas seulement être triste le matin et aller jouer au golf l'après-midi. Donc, c'est important de spécifier ça avec le patient. Le reste des symptômes, vous allez voir, ça touche beaucoup la sphère de l'énergie et physique, et moins à la sphère au niveau des émotions. Donc, le 3e symptôme à rechercher, des modifications dans l'appétit, soit augmenter ou diminuer, ou plus classiquement, une perte de poids d'au moins 5 % dans le dernier mois. Ensuite, l'insomnie ou l'hypersomnie, donc dormir plus ou dormir beaucoup moins. Classiquement, c'est beaucoup plus une insomnie, particulièrement matinale, se lever très tôt et ne plus être capable de se rendormir. 5e symptôme, l'agitation, plus souvent le ralentissement psychomoteur. Chez la personne âgée, ça peut être plus de l'agitation. Donc, vraiment, noter un ralentissement important au niveau psychomoteur. La fatigue et la perte d'énergie, encore là, totalité de la journée, presque à tous les jours. Un sentiment de dévalorisation, culpabilité, d'avoir mal fait dans la vie, qui est présente là, toute la journée, qui peut même aller jusqu'à être délirante, d'avoir fait des péchés, d'avoir mal agi vraiment. Et encore là, presque tous les jours, un 8e symptôme qui peut être présent, la diminution de l'aptitude à se concentrer, incapable de lire. C'est comme ça qu'on peut questionner les patients, de regarder la télévision, de retenir l'information et la difficulté à prendre des décisions. Et 9e symptôme qui peut être présent, les idées de suicide, les pensées de mort qui vont être présentes. Donc vraiment 5 symptômes présents pendant 2 semaines, tous les jours ou presque à tous les jours, au moins 2 accompagné d'une humeur dépressive ou d'une perte d'intérêt. Je vous ai mis les autres critères, donc ça ne correspond pas à un autre trouble psychiatrique, il faut que le fonctionnement soit altéré, mais le point D est très important, ça ne correspond pas et ce n'est pas expliqué par une maladie physique. Donc je vais y revenir. En premier lieu, en psychiatrie, on élimine toujours les causes organiques. Donc il faut faire un bilan physique pour savoir s'il n'y aurait pas une petite hypothyroïdie autour de ça. Donc une fois que vous savez maintenant la dépression, la vraie dépression clinique, on va se pencher maintenant sur pourquoi, c'est quoi la relation entre les deux.
C'est une relation à double sens. Si on regarde un petit peu la maladie cardiovasculaire, dans un premier sens, ça prédispose à la dépression. Donc, vraiment, les études maintenant sont très intéressantes. Il y a des belles études épidémiologiques qui nous démontrent en fait que dans une population générale, on sait que la dépression, c'est à peu près 10 à 12 % la prévalence à vie. Et dès que j'ai une maladie cardiovasculaire, dont l'insuffisance cardiaque, ça monte à 17 à 27 %. Les études davantage sur nos patients insuffisants cardiaques, 40 %. Donc, c'est sûr que dans une clinique de, je ne sais pas, moi, vous voyez peut-être en une semaine 100 patients, vous allez en avoir qui vont avoir une dépression. En post-infarctus, la dépression post-infarctus est vraiment un syndrome de plus en plus connu. La dépression est 3 fois plus prévalente que dans la population. Donc, il y a un risque vraiment qui est associé à l'état cardiovasculaire. Si on regarde maintenant la relation dans l'autre sens, le fait d'être déprimé en lien avec la maladie cardiovasculaire, bien maintenant, on reconnaît la dépression comme étant un facteur de risque en soi au développement de maladies cardiovasculaires et à l'aggravation des maladies cardiovasculaires. Encore là, des belles études chez les patients. Quand on regarde une population de patients déprimés versus non déprimés, les patients déprimés ont 5 ans plus de mortalité d'origine cardiovasculaire. La prévalence est plus élevée aussi d'infarctus chez nos patients qui sont déprimés. Et il y a un temps, on s'est dit, bien, voyons, c'est évident, les patients déprimés n'ont pas le goût de prendre soin d'eux, ne font pas de sport, mangent plus de gras, mangent plus de sucre. Eh bien non, maintenant, avec nos études multivariées, on est capable d'isoler des facteurs. Et clairement, c'est un facteur indépendant de tout. Le tabac, le surpoids, le diabète, la dépression en soi est un facteur. Aussi, de nombreuses études, je vais passer rapidement, mais vous pourrez lire l'impact de la dépression sur la maladie cardiovasculaire. De belles méta-analyses. La plus intéressante, s'ouvrir dans les 20, une méta-analyse sur 20 études prospectives. Il y a 2 fois plus de décès au follow-up chez un patient déprimé versus non déprimé après un pontage ou en post-chirurgie. Il meurt beaucoup plus, nos patients déprimés, après avoir eu des chirurgies ou s'ils sont coronariens. Et ils ont même eu des études sur des greffons SAPHEN et l'athérosclérose évolue beaucoup plus vite chez un patient déprimé versus non déprimé. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau biologique qui fait que ça avance plus vite. En insuffisance cardiaque, parce que je suis ici ce matin pour ça plus précisément, la dépression est associée dans les études, et encore là, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment des études qui nous le rapportent, à un déclin de l'état général, à une augmentation des hospitalisations. Vos patients sont hospitalisés plus souvent s'ils sont déprimés. Une augmentation de la mortalité, une détérioration de la qualité de vie et une hausse des coûts de santé. Ça aussi, ça a un coût, le fait de réhospitaliser chroniquement les patients. Et on le voit aussi, les patients déprimés insuffisants reviennent à l'hôpital beaucoup plus fréquemment. Maintenant, pourquoi? Je vous raconte toutes ces belles études-là, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est quoi le lien, en fait? C'est ce que j'aurais voulu vous parler pendant 3 heures, parce que on est vraiment à un tournant, peut-être. Il faut vraiment réaliser ça, où il y a un intérêt très, très grand envers le lien entre la santé mentale et la santé cardiovasculaire. Il y a un lien biologique qui dépasse le fait, en fait, quand je pose la question à mes résidents, pourquoi ce patient-là déprimé a plus de risques? Il me répond, ou pourquoi ce patient-là insuffisant cardiaque est déprimé? Il me répond, bien, docteur Côté, c'est évident, c'est plate d'être insuffisant cardiaque, on ne peut plus rien faire. C'est pas juste ça. Vous ressortez d'ici avec cette notion-là que c'est pas juste parce que c'est plate d'être insuffisant cardiaque qu'on devient déprimé. Ma job va être faite. Il y a vraiment des facteurs biologiques et les études sont en bouillonnement sur toute l'explication, l'interrelation. En fait, il y a des mécanismes communs et autant la dépression à l'insuffisance cardiaque. Et ces mécanismes-là, ce serait comme une expression dans 2 parties du corps différentes de mécanismes qui sont anormaux chez la personne. Donc, le premier, l'inflammation, moi, c'est mon mécanisme préféré. On sait que le remodelage ventriculaire, c'est associé à l'augmentation des interleukines, des tumor necrosis factors. Et ça modifierait au niveau sérotoninergique le fonctionnement cérébral. Alors, vraiment, l'inflammation, puis il y a des études aussi qui ont prouvé qu'en dépression, on est dans un état inflammatoire. Alors, encore là, un lien commun aux 2 maladies. Vasculaire, la notion de dépression vasculaire, autant au niveau des vaisseaux cardiaques sont bloqués, il y aura aussi de la microvasculature, la microvascularisation au niveau des voies sérotoninergiques, des voies au niveau de l'hippocampe, qui ferait qu'on serait plus à risque, il y aurait une détérioration, donc moins de fonctionnement à ce niveau-là, la notion de dépression vasculaire. Dysfonction sérotoninergique, agrégation plaquettaire, vous avez sûrement entendu parler de ça aussi, ça existe dans les 2. Autant on a une dysfonction sérotoninergique en dépression, autant au niveau des maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, au niveau des plaquettes qui ont des récepteurs sérotoninergiques qui fonctionneraient moins bien.
L'axe hypothalamo-hypophysaire, une théorie qui existe depuis longtemps en psychiatrie au niveau de la dépression et de l'hypercortisolémie, serait aussi présente, selon certaines études, dans l'insuffisance cardiaque. Encore là, une autre explication. La variabilité de la fréquence cardiaque, je fais plaisir à Dr. White, qui fait des études à ce niveau-là. Moi aussi, c'est un mécanisme que je pense qui est intéressant. Donc, c'est vraiment, autant au niveau de dépression, les patients déprimés que les patients insuffisants cardiaques ont une altération, une dysautonomie, en fait, au niveau du système nerveux autonome. Il est altéré. Et ce sera un mécanisme commun. Ensuite, je passe rapidement, mais ça résume un peu les évidences biologiques. Encore là, une fois, pour vous expliquer, c'est vraiment un lien là, biologique entre les deux. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau, docteur Côté, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, mon patient est déprimé, j'ai les critères, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement pour aider mes patients? Alors, premièrement, je vous dirais de bien diagnostiquer, éliminer une cause organique. C'est ce qu'on fait vraiment en psychiatrie en première ligne. Est-ce que j'ai une hypothyroïdie? Est-ce que j'ai une anémie? Toujours aller voir, est-ce que j'ai une explication biologique à ma présence là, de fatigue, de tristesse, un bon bilan. Est-ce que j'ai une démence plutôt qui se développe qu'une dépression? C'est un autre grand classique aussi en gérontopsychiatrie. Donc, est-ce que c'est pas plus des troubles de mémoire, un ralentissement sous-cortical qui fait que j'ai l'impression que mon patient est déprimé? Faites un mini-mental, un MoCA, en diagnostic différentiel, c'est intéressant. Éliminer l'alcool, les substances. Deuxième cause en psychiatrie qu'on élimine pour... on s'assure que mon patient ne boit pas d'alcool régulièrement, en grande quantité. D'autres substances, on voit ça aussi. Et reviser les doses de médicaments. Beaucoup de dépression. On croit que les patients sont déprimés, mais en fait, ils sont surmédiqués. Vous avez des patients qui sont âgés et qui ne tolèrent peut-être plus la dose de benzodiazépine qu'ils toléraient à 40 ans. Alors, faire une bonne revision des médicaments que je mentionne maintenant, les benzodiazépines. En général, il faut les diminuer chez des patients qui sont fatigués, qui ont une maladie cardiaque, qui prennent de l'âge. Le Lyrica aussi. Il y a un certain cognitive dulling, un ralentissement psychomoteur associé aux doses élevées de Lyrica. Le Neurontin. On révise aussi les doses, ça peut mimer une dépression, un certain ralentissement. Le Désirel, qu'on donne le soir, très populaire, mais qui est encore là, peut causer des ralentissements et mimer une dépression. Le Seroquel, très utilisé en première ligne pour l'insomnie, avec certains risques à mon avis, mais encore là, reviser ces Seroquel et Zyprexa peuvent causer un ralentissement psychomoteur. Et les vieux tricycliques, les Lavil qu'on utilise... ou les vieux antipsychotiques aussi pour l'insomnie, qui peut être rendu avec l'insuffisance cardiaque et l'âge avancé de votre patient, cause des ralentissements. Donc, vraiment, éliminer ces deux critères-là. Toujours revenir aux critères DSM-4 afin de s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une vraie dépression. En fait, c'est quoi une vraie dépression? Quand je vous disais qu'on est triste, c'est difficile, l'insuffisance cardiaque dans une vie, il y a beaucoup de pertes. Vous allez me dire, docteur Côté, moi, mes patients ne dorment pas, mais ils ne dorment pas parce qu'ils font de l'orthopnée. Mes patients ne mangent plus, il y a une inappétence reliée à l'insuffisance cardiaque avancée. Mes patients sont ralentis parce qu'ils sont fatigués à cause de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est un défi particulier pour nous, comme psychiatre, quand on voit un patient insuffisant cardiaque, de vraiment départager qu'est-ce qui est de l'insuffisance d'une vraie dépression. Je vous donne des petits trucs. Il va falloir que vous écoutiez vos patients parler plus longtemps. Nous, comme psychiatres, on reste 50 minutes à 60 minutes avec un patient, plus s'il est âgé, pour déterminer s'il y a un syndrome clinique de dépression et s'il faut traiter comme ça ou si c'est juste un trouble d'adaptation relié aux pertes. Donc, c'est beaucoup dans le discours du patient, dans la façon dont il va vous rapporter votre vie, sa vie en fait, que vous allez voir si vraiment on peut départager. Donc, ce qu'ils vont rapporter beaucoup les patients déprimés, c'est une perte totale d'espoir. Donc, oui, c'est difficile de vivre avec l'insuffisance cardiaque, mais un patient qui vous dit qu'il a encore du plaisir à prendre ses petits-enfants sur ses genoux, qui regarde des photos du passé puis qui est donc fier, c'est pas un patient déprimé. C'est un patient qui vit des pertes, ça ne veut pas dire qu'il faut les adresser. Il faut les adresser auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre, mais ce n'est pas une dépression. La perte de capacité de plaisir, encore là, vous allez voir qu'est-ce que vous aimez faire, vous. Est-ce que vous êtes encore capable d'avoir du fun là-dedans? Si c'est oui, ce n'est pas une dépression clinique. Les pensées très habitées par la culpabilité, l'autodévalorisation, les regrets excessifs, ça, c'est de la dépression. Vraiment, ressasser le passé continuellement, les péchés, les difficultés, ça fait plus de dépression. La perte totale d'intérêt, justement. Aller voir qu'est-ce qu'il aimait avant. S'il ne le fait plus, s'il n'a plus le goût de le faire, ça fait dépression qu'il faut traiter, qu'il faut adresser biologiquement.
Les symptômes psychotiques somatiques, les plaintes physiques répétées, mal au ventre, mal aux jambes, les plaintes somatiques qu'on n'arrive pas à trouver une cause et qui sont répétées dans le discours du patient, ça fait dépression, particulièrement chez la personne âgée. Vraiment, là, des plaintes là, de douleur, ça fait déprimer. Les idées de suicide. Souvent, ça fait plus au niveau d'une vraie dépression majeure. Donc ça, c'est des choses dans le discours du patient, quand vous le laissez parler, qui vont sortir plus, qui vont vous faire penser vraiment plus à une dépression et à un besoin d'adresser ça avec une prise en charge spécifique. Justement, le traitement. Comment on va traiter ça une fois qu'on a diagnostiqué notre épisode dépressif majeur? Je vous dirais toujours psychologique, parfois pharmacologique, mais toujours psychologique. L'evidence-based medicine nous oriente vers le traitement d'une dépression lorsqu'elle est légère à modérée, en fait que la psychothérapie et le traitement médicamenteux sont équivalents. Donc, si j'ai un tableau dépressif léger à modéré, je peux offrir autant l'un que l'autre à mes patients. Par contre, moi, j'ai tendance, s'ils ont des antécédents psychiatriques personnels, donc si j'ai quelqu'un qui est insuffisant, qui a déjà fait plusieurs épisodes dépressifs dans le passé, à aller tout de suite à recommencer un antidépresseur, à ne pas tarder. Ou si j'ai des antécédents familiaux aussi, chargés au niveau de la famille, en dépression, je vais pas hésiter à dire, vous avez besoin d'un traitement biologique aussi, en plus de débuter une psychothérapie. Et lorsque la dépression devient modérée à sévère, par contre, les évidences sont claires qu'ils ont besoin d'un antidépresseur. Seulement la psychothérapie, ce n'est pas suffisant. Donc, dès qu'on dépasse une dépression plus modérée vers sévère, il faut aller aussi rapidement vers une psychothérapie. Moi, je dis toujours l'association des deux, c'est le meilleur. Parce que dans l'insuffisance cardiaque, il y a toujours des pertes, il y a toujours un changement de vie qu'il faut adresser, il y a toujours des histoires que le patient a à dire. Et ça va toujours l'aider. Donc, toujours associer un traitement psychologique à ça. Quels sont les antidépresseurs appropriés chez vos patients atteints de maladies cardiovasculaires? Lorsque là, on identifie un besoin, il faut partir un antidépresseur. On dit antidépresseur, c'est un terme que j'aime pas, mais c'est un terme que j'utilise en conférence parce que vous comprenez. Mais les antidépresseurs, c'est des anti-anxiété. C'est des agents qui agissent sur la sérotonine et ou la noradrénaline, mais ils traitent les troubles anxieux aussi. Alors, on va oublier les tricycliques et les IMAO, des vieux antidépresseurs très peu tolérés chez votre clientèle d'insuffisants cardiaques. Beaucoup trop d'hypotension orthostatique, de ralentissement d'effets anticholinergiques. On va oublier ça. Alors, les agents de première ligne, depuis les années 90, ce sont les ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou de la noradrénaline. Donc, c'est vraiment la première ligne. Les plus étudiés en maladies cardiovasculaires, et je salue le travail du docteur L'Espérance et de sa co-chercheuse Nancy Fraser-Smith, qui sont de l'Université de Montréal, qui ont fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. On a identifié 2 antidépresseurs qui sont vraiment plus utilisés, plus connus dans les études, c'est le Celexa et le sertraline. Je vais émettre un avis tout à l'heure par rapport au Celexa, il faut faire attention au niveau du QTC. Mais quand on a à choisir un antidépresseur, on aime, comme vous, avoir des études plus probantes, et c'est avec ces 2 antidépresseurs-là qu'on a plus d'évidence d'effet sur la dépression en insuffisance cardiaque. Et en plus, ils vont traiter votre patient qui a un TAG, qui a un trouble d'anxiété généralisée aussi. Donc, rapidement, si on regarde les évidences, encore là, on va aussi avec les études en psychiatrie. Première étude, le SADART, qui a démontré que le Zoloft est supérieur au placebo. Une autre étude, Henry Shid, elle, qui a étudié la thérapie cognitivo-comportementale dans la dépression en insuffisance cardiaque et qui a démontré un effet supérieur au groupe contrôle. L'étude CREATE avec le Celexa aussi, qui a démontré une supériorité au placebo. Elles ne sont pas énormes. On n'a pas beaucoup d'études en psychiatrie. On manque de fonds, je pense. Mais quand même, on a quelques études intéressantes. Concernant l'approche thérapeutique, il y a plus d'évidence avec les thérapies interpersonnelles, mais quand même, avec le cognitivo-comportemental, on a des choses intéressantes qui sont sorties. Mais définitivement, ça nous prendrait beaucoup plus d'études, mais quand même, on peut dire qu'il y a des essais intéressants. Si vous avez à partir un antidépresseur, je sais que vous n'êtes pas tous à l'aise avec ça, mais ce ne sont pas, malgré tout ce qu'on peut lire sur Internet, ce ne sont pas des molécules du diable. Ce sont des molécules très bien tolérées en général et qui ne tuent personne en général. Les patients ont très peur de ça, ont très peur de la stigmatisation, de se croire fou si on part un antidépresseur. Moi, je leur dis toujours que c'est la médication la plus prescrite après le Lipitor.
et elle va bientôt le dépasser. Donc, c'est des médicaments très bien connus depuis les 30, même 50 dernières années, si on pense aux vieux antidépresseurs, donc ne pas se gêner. En général, nausée, un petit peu de nausée, il faut le prendre sur un estomac plein. Des céphalées légères qui vont passer au bout d'1 à 2 semaines. Des fois de l'insomnie, les patients devraient le prendre le matin si ça leur cause l'insomnie. Très rare des syndromes d'activation avec les jambes qui n'arrêtent pas de bouger. À ce moment-là, on change d'antidépresseur. Hyponatrémie causée par un SIADH, encore là très rare, plus chez la personne âgée. Et je ne l'ai pas mis, mais il faut faire attention parce que quand on part un ISRS, en général, nos doses de bêta-bloqueurs vont augmenter un peu. Il y a une interaction au niveau du P450 à savoir pour tous. Donc, si vous avez un psychiatre qui part un ISRS, pensez à diminuer vos doses de bêta-bloqueurs parce qu'ils vont se sentir plus fatigués. Ils vont vous rapporter ça. La règle d'or, partir à petite dose, augmenter tranquillement. Et en général, c'est très bien toléré. Attention à l'intervalle QTC. Je vous parlais du Celexa tout à l'heure. Ces études-là sont sorties avant l'avis qui a été envoyé en 2011, je crois, par Santé Canada. Il faut faire attention avec le Celexa. Il y a une augmentation de l'intervalle QTC. Donc, chez vos patients qui ont 65 ans et plus ou des maladies arythmiques, ce ne serait pas le premier choix. Je le donne par contre beaucoup parce qu'il y a un profil de tolérabilité excellent, qui est un des meilleurs à mon avis, très bien toléré chez les personnes âgées, les personnes qui ont et très peu d'interactions au niveau, en fait. Mais compte tenu de cet avis-là, je vous dirais, en haut de 65 ans, seulement 20 mg et pour les patients qui ont vraiment une grande maladie arythmique et qui ont tendance à faire l'hypokaliémie, avec des diurétiques, il faut penser peut-être plus aux Zoloft ou à un autre antidépresseur. Donc, attention. Voire même, vous pouvez appeler le pharmacien pour avoir un peu son avis. L'approche psychologique, comme je le disais, il faut toujours que ça soit associé. Peut-être que vous avez la chance d'avoir des psychiatres qui font aussi du suivi en thérapie. Moi, je fais les deux. Mais auprès d'un psychologue certifié, s'il vous plaît. Hein. C'est pas seulement un psychothérapeute, c'est des gens formés en psychologie qui ont des PhD au niveau clinique et qui savent appliquer la thérapie cognitivo-comportementale, thérapie interpersonnelle. Des fois aussi associer une demande en travail social parce que briser l'isolement, ça aide beaucoup aussi dans le traitement de la dépression. Favoriser les exercices physiques, favoriser la réadaptation, la mobilisation, ça fait aussi partie du traitement de la dépression. Et là, vous allez me dire, mais comment je fais en pratique pour faire tout ça? J'y reviens dans une seconde. Le traitement en insuffisance cardiaque d'une dépression, ça vise vraiment, et les études ont démontré ça, à augmenter la qualité de vie, à augmenter la capacité de plaisir, à améliorer l'énergie psychomotrice, donc à améliorer la portion de fatigue qui est expliquée par la dépression et non pas par l'insuffisance cardiaque. On aurait aimé, par nos études, démontrer qu'on repousse le décès ou que la mortalité est diminuée avec un traitement antidépresseur d'un patient déprimé. Les études ne l'ont pas encore démontré. Je pense que c'est juste une question de temps ou d'organisation d'études, mais c'est ce qu'on aurait voulu démontrer. Donc, en pratique, dans votre vie de tous les jours, comment faire si vous avez un patient déprimé devant vous? Je suis consciente que dans vos centres, il n'y a pas tous des psychiatres qui sont attitrés à la clinique d'insuffisance cardiaque comme à l'Institut de cardiologie. Médecin de famille. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de partir un antidépresseur, demandez au patient s'il y a un médecin de famille. Les médecins de famille, c'est ceux qui prescrivent le plus d'antidépresseurs. Tout le monde voudrait un psychiatre, pas tout le monde qui a besoin d'un psychiatre. Vraiment, ils sont très à l'aise avec ça, vous le savez. Donc, on réfère aux médecins de famille. Service psychiatrique de consultation-liaison dans vos hôpitaux. Ils ont tous un service de consultation-liaison de psychiatres qui vont sur les étages habituellement. Des fois, c'est un peu plus long, c'est pas l'idéal, on manque d'effectifs. Pour la thérapie, pour l'aspect un patient qui voudrait plus faire un soutien, un suivi psychothérapeutique, aller au CLSC, les psychologues sont rendus là. On appelle ça la première ligne santé mentale. Les psychologues ou des travailleurs sociaux formés à faire l'intervention psychologique sont disponibles au CLSC, vous faites une référence et puis ils peuvent être vus assez rapidement. Si les patients ont des assurances, si vous avez ce luxe-là, référez, faites un papier, nécessite psychologue hebdomadaire. Et le patient peut se trouver un psychologue via le site de l'Ordre des psychologues du Québec, qui a un bon site Internet. Vraiment, moi, j'oriente toujours. S'ils ont des assurances, je les encourage à aller vers un psychologue au privé. Sinon, il y a des psychologues, parfois en milieu hospitalier, c'est très rare. On en a une à temps partiel à l'Institut de cardio. Vraiment, ne vous fiez pas là-dessus. C'est rendu une denrée rare. Ils les ont tous mis au CLSC. Et moi, je vous encourage à débuter vous-même vos antidépresseurs, à peut-être
vous familiariser avec ces molécules-là, quitte à le partir, puis à attendre l'avis d'une personne plus habilitée à l'augmenter pour savoir ce que vous faites avec. Bien, je vous remercie de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça va vous aider.